Entrepreneurs, parlons-nous. Et attention aux transpalettes, bienvenue à vous pour ce tout premier podcast du réseau Entreprendre. Vous êtes pile à l'heure pour la visite de l'entrepôt de Naples à Toulouse. Là, c'est le dépôt, c'est là où toutes les commandes partent dans nos points de vente. Donc c'est là où les camions partent. Alors Naples, c'est le premier réseau culturel de proximité. C'est vraisemblablement dans l'un des 1500 magasins indépendants de France que vous achetez vos journaux, un livre, un jeu de société, des cartes Pokémon, pourquoi pas, ou des bonbons pour les enfants. Chaque jour, ce sont plus de 800 000 clients qui se rendent dans une maison de la presse ou un MacPresse. Alors Naples, c'est quoi au juste ? N comme Jean-Charles Navajas, A comme Arnaud Hérol et P comme Olivier Pirot. Ils sont avec nous. Bonjour messieurs. Cet acronyme, ça en dit long sur l'histoire de votre entreprise, parce qu'avant d'être un succès au plan business, Naples, c'est avant tout une success story. Et tout part de vous trois, de votre amitié, Jean-Charles. Ça fait plus de 20 ans maintenant. On bossait tous les trois dans le commerce. Donc on était amis, copains. Et après, sur un coup de tête, une idée, donc les manettes de foot que je vous ai montrées tout à l'heure, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à creuser, on va essayer de s'associer en tant qu'amis, on sait que ça marchera au point de vue amitié, donc on n'a rien à perdre, on se lance dans l'aventure. Alors attendez Jean-Charles, Naples, cette immense entreprise, ce gigantesque entrepôt, cette sorte de caverne d'Alibaba que vous avez ici à Toulouse, c'est parti d'une passion pour le foot au départ. Enfin moi c'est ma passion, je suis le foot depuis que j'ai 6 ans. Je faisais en fait des prototypes de magnettes quand j'avais 15 ans sur l'ordinateur avec le haut des paquets de cigarettes. Je donnais ça à mes amis, à la famille qui aimaient bien et qui me demandaient tel ou tel joueur. Et ensuite j'ai dit il y a peut-être quelque chose à faire, mais ça c'est venu 5-6 ans après quoi. Oui, donc vous vous êtes dit je tiens là quelque chose, il faut absolument que j'en parle à mes amis. Vous avez commencé par Olivier si je ne me trompe pas. Mais je l'ai amené au football à 17 ans, non ? Parce que lui c'est un joueur de tennis. Oui, j'ai commencé à 18 ans, 19 ans. On entraînait les jeunes au foot. J'avais une expérience dans un cabinet de marketing où on faisait des études de faisabilité justement sur des projets, soit de création d'entreprise, soit sur de l'innovation. Après les entraînements, on parlait de l'idée à Jean-Charles. On a dit on va faire une étude. Les cobayes, entre guillemets, on les a, c'est les enfants qu'on entraîne. Donc on va leur poser les questions, on va poser des questions aux parents. Ça nous a effectivement entraîné sur le fait qu'il fallait de l'argent pour se lancer. Donc on allait chercher Arnaud. Et fallait les droits du foot, donc on allait voir par relation Juste Fontaine, et voilà, c'est parti. Ils sont venus me chercher pour trouver des sous parce que je travaillais dans une banque. Voilà, la vraie histoire c'est ça. Et puis moi j'avais fait le tour de la banque en assez peu de temps, et au final, plutôt que d'aller au bureau, j'allais les rejoindre dans le garage des parents d'Olivier pour démarrer l'aventure. Enfin, c'est vrai. Dans le garage de ses parents. Ouais. Le garage des parents d'Olivier. J'y vais plus d'ailleurs. Enfin, tu as la cave à vin pas très loin, tu mens. On a eu cette chance, c'est que nos proches ils nous ont accompagnés, ils nous ont fait confiance. Ils ont un peu pris pour des fous, mais je pense comme tout créateur d'entreprise au début. Et voilà, de fil en aiguille, à force de sueur et de travail, on a réussi, on leur a montré qu'ils avaient raison de nous faire confiance. Et on a fait de notre projet de création une entreprise avec du chiffre d'affaires, de la marge, de la création d'emplois. Et voilà, et puis une passion qui continue 15 ans après, donc c'est chouette. Alors c'était au départ des vignettes football, ensuite ça s'est généralisé au marché du jouet en général. Des jouets sèche-pleurs, on appelle ça. Ça sent le caprice quand vous étiez petit, Arnaud, ça. Ouais, c'est ça, tous les parents savent à peu près ce que c'est. On se fait tirer la manche dans le supermarché pour acheter le petit jouet du coin. Donc nous on était vraiment là-dedans, donc Jean-Charles parlait des petits magnettes de foot qu'on a commercialisés à nos débuts, et petit à petit on s'est mis comme ça à commercialiser d'autres jeux jouets sur des licences connues dans le monde du jouet. Je sais pas, on va prendre, il y avait le foot, mais il y avait des choses comme Dragon Ball, enfin tout un tas de licences qu'on achetait en fait auprès des ayants droit, et on créait des jeux derrière. Ça a duré jusqu'en 2013 environ, où vraiment on a eu cette activité de jouets qu'on distribuait sur toute la France, dans tout le réseau de distribution, que ce soit dans les réseaux de proximité ou dans la grande distribution. Donc vous commercialisez dans la grande distri, chez les marchands de journaux aussi, c'est là que vous avez l'idée des maisons de la presse, à ce moment-là. Voilà, c'est comme ça que nous est venue l'idée de passer de fabricant de jouets à distributeur. C'est quand on a vu cette enseigne, maison de la presse, plutôt sur un
coup de tête et aussi une nécessité, puisqu'on voyait que le marché du jouet, c'était quand même compliqué. 2009, il faut se remettre dans le contexte. C'est aussi la crise de 2008 était juste derrière. Donc il y avait aussi une nécessité de se repositionner un petit peu au niveau de l'entreprise et d'avoir un second souffle pour sa croissance. Alors entre-temps, vous avez croisé la route d'un certain réseau qui vous a quand même beaucoup aidé. Vous avez été lauréat du réseau Entreprendre en 2006. Concrètement, ça vous a apporté quoi, Jean-Charles ? On a eu le prêt. On a été suivi par un accompagnateur pendant 2 ans, où on le voyait tous les mois. Et derrière, après, il y a une réciprocité, c'est-à-dire c'est un réseau qui est sain, avec beaucoup d'entraide, beaucoup d'entrepreneurs créatifs, des métiers originaux. Et du coup, on s'est dit, il faut rendre l'appareil quand même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi qui m'en occupe des 3. Je prends un plaisir immense à recevoir des jeunes ou moins jeunes entrepreneurs ou qui ont racheté une entreprise, pour les aider, les guider, les orienter. Et justement, vous vous retrouvez dans certaines rencontres avec les jeunes entrepreneurs que vous accompagnez, Jean-Charles ? Ah oui, j'en vois, j'en imagine. Non, parce qu'aujourd'hui, ils vont même plus vite, j'ai l'impression. On est dans l'ère du numérique, ils sont ultra connectés, plus que nous à l'époque. Pourtant, ça fait 10 ans, quoi. C'est pas non plus énorme, mais j'ai l'impression qu'ils vont vraiment très vite. Alors moi, je suis là pour un peu... les ralentir et leur poser les bonnes bases et la bonne gestion. Oui, donc c'est fort de cet appui du réseau Entreprendre, justement, mais aussi de votre histoire personnelle, de votre ingéniosité que vous êtes devenu aujourd'hui un grand groupe. Une petite question, comment on passe de l'entrepote à l'entreprise ? On me remerciera un petit peu plus tard pour le jeu de mots. Vous avez tout dit. C'est le la entre, confiance. En fait. Ouais, c'est le entre. C'est-à-dire qu'on a démarré les premières années où vous faites 100, 200, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, je me souviens d'une année où on a fait 1 million. Et alors moi, je m'occupais de la compta à l'époque. Je regardais toutes les factures qui arrivaient. Et j'avais pris peur. Pendant 1 an, je me suis dit, on passait de factures à payer de 1000 à des factures à 10 000. C'était un peu stressant. Puis au final, on se rend compte qu'on est capable de gérer. La seconde année, ça va mieux. On prend confiance. On le fait 1 fois, on le fait 2 fois. La seconde, c'est toujours plus facile. Puis de fil en aiguille, je dirais le chemin et le temps fait le reste. Voilà, après on n'a plus vraiment conscience en fait de la taille et c'est pas une fin en soi. Enfin, je sais pas pour vous, mais enfin moi je le réfléchis pas plus que ça en fait. Ça se fait naturellement. Alors pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir votre bureau, c'est assez remarquable. Vous travaillez dans le même bureau tous les 3. Quel est le secret d'un trio qui marche, Olivier ? Ça fait 15 ans qu'on a monté la société. On se connaît parfaitement et alors, je suis marié. Et je connais peut-être mieux mes associés. Ça sera à eux de me dire, mais c'est vrai qu'on passe énormément de temps ensemble. Il y a beaucoup de non-verbal et c'est important qu'on n'a pas le temps de se raconter nos journées, de se raconter nos projets, etc. C'est vrai que de travailler dans le même bureau, ça permet de rentrer de l'information sans forcément en parler. Pour le coup, on est quand même chacun sur ses projets, ses domaines de compétences, beaucoup en déplacement. Le fait d'être ensemble et d'écouter des bribes de conversation, ça nous permet quand même de tout maîtriser. Après, il y a le côté confiance. On a eu l'occasion dans notre histoire d'entreprise de s'en rendre compte, mais en fait Olivier faisait, je pense que ta femme elle va pas être contente, mais il y a une confiance qui est aveugle, c'est-à-dire que en fait voilà, ce que fait l'un et ce que fait l'autre, on sait qu'on est en confiance totale et du coup il y a zéro contrôle et c'est ce que dit Olivier, on se fait quasiment jamais de réunion entre nous pour dire on va faire ci, on va faire ça. C'est assez naturel quoi. On se voit les week-ends en plus de se voir la semaine. On m'a posé plusieurs fois la question, est-ce qu'à 3 c'est pas difficile ? Je réponds non. Bien sûr, on n'est pas d'accord sur tous les sujets, mais forcément à 3, c'est toujours 2 à 1 ou 2 contre 1. Et donc, et puis ça tourne en disant, mais oui, c'est vrai les gars, vous avez raison, vous êtes 2 à penser comme ça, donc c'est plutôt comme ça. Alors que si vous êtes 2, forcément vous allez front contre front. Alors que là, il y a toujours des discussions très positives pour dénouer quelque chose. Oui, ça c'est important, hein, surtout sur un marché fluctuant comme le vôtre. C'est le message que vous faites passer aux entrepreneurs du réseau Entreprendre ? Complètement, ouais, c'est ne pas se reposer sur ses lauriers, toujours s'adapter. Quand on me demande le métier que je fais, souvent je dis je m'adapte. C'est la meilleure stratégie, c'est ça. La meilleure stratégie, c'est on s'adapte. C'est la meilleure stratégie, c'est ce que j'essaye d'inculquer à chaque jeune entrepreneur en disant ça va pas se passer comme vous l'avez prévu, c'est sûr. Donc il faut avoir un plan B, un plan C, s'adapter et toujours rebondir et ne pas être morose et toujours optimiste et croire en ses idées. Le message est passé, en tout cas. Une anecdote en particulier qui aurait marqué votre aventure à tous les 3 ?
On prenait un café dans un bar ou une bière, je sais plus. Et du coup, on avait le compte, mais vraiment à découvert. Et donc, pas mal de frayeurs. On avait un dernier coup à jouer. Soit ça passait, et donc on pourrait mettre la boîte à flot, soit on empirait vraiment notre situation. Et tous les trois, en même pas une seconde, on s'est dit banco, on y va. Donc on était vraiment, c'est ça, sur la même longueur d'onde, dans les très mauvais passages comme dans les bons. Donc là, voilà, on peut avoir qu'une confiance aveugle avec ces deux-là, quoi. Non, on avait une expression sur l'anecdote que raconte Jean-Charles. Entre nous, c'était en gros, mais ça c'était vraiment tout au début, hein. C'était pendant les 3 premières années, on se payait pas. Enfin, c'était quand même tendu. On a commencé avec 7 000 €, 7 500 € dans le garage des parents Olivier. Et l'expression entre nous, c'était on s'en va au Pérou. C'est-à-dire qu'en gros, à 25 ans dans la vie, vous commencez à moins 400 000 à la banque, vous pouvez juste rien faire, quoi. Donc en gros, on se disait, bon, ben, si ça marche pas, on s'en va au Pérou. On n'a rien contre les Péruviens, mais on n'avait pas trouvé d'autre destination, quoi. Le Pérou, et puis ça ramène aussi sur des valeurs et sur des choses qu'il faut faire attention tout au long du parcours. Ok, donc pour les entrepreneurs qui nous écoutent, on retient quoi? Audace, prudence et adaptation. Exactement. Je voudrais juste terminer là-dessus pour que nos auditeurs puissent vraiment se faire une idée de ce qu'est le groupe NAP. On sait de quoi vous êtes parti. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes devenu? NAP est leader dans son secteur. NAP aujourd'hui, ça représente quoi concrètement, Arnaud? Donc on a 1400 franchisés partout en France, également en Corse, à La Réunion et à Nouméa. Donc c'est un réseau, je dirais, assez ancien. Le dénominateur commun, c'est que c'est tous des commerçants de presse, qu'on appelle des diffuseurs de presse traditionnellement. Et de plus en plus, on les incite en fait à devenir, nous on appelle ça des multispécialistes de proximité. C'est-à-dire c'est un magasin qui, en proximité, va pouvoir agréger tout un tas de petits métiers qui sont plus forcément autosuffisants, comme le métier du jouet, le métier de la papeterie, la petite librairie. Voilà. Et en gros, donc avec tous ces univers un peu variés qui reconstituent un vrai modèle économique pour le magasin. Donc ça, on le redéveloppe, on va dire, sous la marque Maison de la Presse, avec cette marque qui est quand même assez forte. Il y a un mois de ça, on s'est associé à un autre groupe qu'on a repris, donc c'est très récent. Néodis, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Du coup, donc NAP, on va dire, côté NAP, il y a quelques mois, c'était ça, 95 collaborateurs et à peu près 43 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, depuis, on vient d'intégrer 160 personnes de plus, donc on passe à quasiment 250. Et on triple le chiffre d'affaires du groupe. Donc voilà, du coup, on passe à 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on est bon sur l'amont et bon sur l'aval, là où avant on n'avait vraiment que le faire-valoir de l'enseigne. Très bien, merci à tous les trois pour votre temps. Merci à vous. Merci. C'est la fin de ce premier podcast. Pour écouter les épisodes ou nous contacter, rendez-vous sur le site de Réseau Entreprendre et sur Google et Apple Podcast. Nous vous retrouvons très prochainement pour un nouvel épisode. À très vite. Entrepreneurs, parlons-nous.